Merci de suivre ce webinaire sur l'aviculture organisé par la Chambre d'agriculture du Loiret. Donc, je suis Clémence Bélanger, élue à la Chambre d'agriculture et avicultrice depuis 2014. Voilà, je suis associée avec mon conjoint sur une exploitation en grande culture et un poulailler de 1350 m² en production standard. Donc, aux côtés de Jean-François Bléchet et Valentin Baudouin, je suis donc les orientations relatives à l'élevage et à l'aviculture. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous faire l'introduction de ce webinaire. Donc, dans le Loiret, toutes les productions avicoles et les modes de commercialisation sont représentés. Donc, il y a la volaille de chair standard, volaille label rouge, volaille certifiée, volaille fermière, poule pondeuse, volaille reproductrice, élevage de futures pondeuses et élevage de gibier. Donc, on compte un peu plus de 200 exploitations avicoles professionnelles sur le département et 250 000 m² de surface en poulailler. Donc, l'aviculture est ainsi la première production animale du Loiret. Elle pèse pour 6,4% de l'économie agricole départementale et 40% de la production animale. Le Loiret est en région le premier département producteur. Alors, en 2014-2015, la Chambre d'agriculture du Loiret avait engagé avec l'ensemble des acteurs de la filière locale un plan de relance. Donc, 5 ans après, près de 51 400 m² ont été construits et 47 600 m² rénovés. Donc, cela représente plus de 70 projets accompagnés, dont 20 nouveaux éleveurs installés. Donc, cette réussite collective, permise notamment grâce au dispositif de soutien aux investissements cofinancé par l'Europe, l'État, la région Centre-Val de Loire, le conseil départemental, a redonné du dynamisme à la filière. Donc, cette dynamique doit être aujourd'hui encore maintenue. Donc, la filière locale présente toujours 3 enjeux majeurs, donc, que ce soit d'adapter les systèmes de production aux nouvelles normes d'élevage, de renouveler les générations et de maintenir les outils amont-aval présents localement. C'est la raison pour laquelle la filière avicole est également engagée dans le projet Osons l'élevage dans le Loiret, avec pour le moment 9 acteurs de la filière signataires de la charte qui cherchent toujours de nouveaux producteurs pour répondre au marché. L'objectif de ce webinaire est donc de vous présenter en 1 heure les opportunités locales en aviculture et de démontrer l'intérêt d'un système de polyculture élevage de ce type. Donc, le webinaire s'intègre dans une série de webinaires Osons l'élevage qui vous est proposé de novembre à janvier. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à aller voir le site Facebook ou Internet de la Chambre d'agriculture. Et du coup, je passe maintenant la parole à Agathe Cole, animatrice de la filière avicole à la Chambre d'agriculture du Loiret. Et je reste connectée pour répondre à vos questions si besoin. Voilà. Merci Clémence. Bonjour à tous. Donc, on va passer environ 1 heure ensemble. Au cours de cette heure, on va aborder les points suivants. Donc, je vais vous présenter les opportunités de marché et les tendances de consommation. Vous parlez également des opportunités de production locale, donc en volaille de chair standard, en label ou type label, en filière repro, œufs embryonnés. Et à chaque fois, j'essaierai donc, on essaiera avec les différents collègues que je vais vous présenter, de vous donner des indicateurs technico-économiques. Donc, je suis donc Agathe Cole, animatrice de la filière avicole à la Chambre d'agriculture du Loiret. Vont également intervenir Guillaume Fouché, aviculteur, que je remercie pour sa participation, Émeric Etiève, conseiller grande culture et conseiller économique à la Chambre d'agriculture du Loiret, qui interviendra pour les aspects production d'engrais et des données technico-économiques, et Muriel Delahaye, qui est également présente en tant qu'animatrice du projet Osons l'élevage et qui se fera le relais des différentes questions que vous pourrez poser. Eh bien, je vous propose d'entamer la première partie avec une présentation du marché avicole français et des tendances de consommation. Il était essentiel de vous parler de ces points-là pour que vous ayez un aperçu des réalités du marché afin de mieux comprendre les opportunités de production locale. La filière avicole, elle se structure en 4 sous-filières.
Donc, la première filière majoritaire, qui est la filière volaille de chair, avec plus de 1,8 million de tonnes équivalent carcasses produites annuellement sur le territoire français par 13 500 élevages, et donc abattues dans à peu près 75-76 abattoirs industriels. L'autre filière, c'est la filière œufs de consommation, qui produit environ 15 milliards d'œufs coquilles, mais également des ovoproduits chaque année. Pour cette filière, on a donc 2100 élevages de pondeuses et en amont, 450 élevages de futures pondeuses ou de poulettes, comme on dit également. Pour avoir des volailles de chair et des poules pondeuses, il nous faut également des élevages responsables de la sélection génétique et de la multiplication, des élevages de parentaux et de grands-parentaux dans des souches différentes, que ce soit des souches pour la chair ou des souches plutôt pondeuses. Quatrième filière, la filière palmipèdes gras, donc qui représente à peu près 4000 producteurs en France, qui produit 16 000 tonnes de foie gras que nous allons bientôt consommer, on l'espère, et qui n'est malheureusement pas très représenté sur le Loiret et donc dont nous ne parlerons pas au cours de ce webinaire. Petit zoom donc sur la filière volaille de chair. La viande de volaille est la première viande consommée dans le monde, donc devant le porc. C'est une viande qui est diététique, qui n'est pas très chère, qui est consommable par toutes les cultures et toutes les religions. Les premiers producteurs mondiaux sont les États-Unis, avec 21 millions de tonnes annuelles. Derrière vient la Chine, puis le Brésil. L'Europe se place à peu près au 4e rang des régions productrices dans le monde. Et donc, au sein de l'Europe, la France détient désormais le 3e rang européen, derrière l'Allemagne et la Pologne, qui est passée donc premier producteur. Si on regarde un petit peu plus la production de poulet, la France n'est qu'à la 4e place, derrière la Pologne, l'Espagne et l'Allemagne. La production de volaille de chair, elle se répartit pour 68% par la production de poulet, 19% de la production de dinde, 11% de canard et puis 0,04% d'autres, notamment la production de pintades, de pigeons, etc. Cette production de volaille de chair, elle se fait pour 12% d'entre elles sous signe de qualité, notamment le label rouge et le bio. Et si on regarde spécifiquement la production de poulet, on est par contre à 25%, donc un quart des poulets produits en France sont sous signe de qualité. Ces segmentations, elles ont des dynamiques différentes, on y reviendra tout à l'heure. Et ce qu'il faut noter, c'est que la filière française est en repli depuis 20 ans, alors que d'autres pays, on l'a bien vu, comme la Pologne et aussi aux frontières de l'Europe, l'Ukraine, sont en forte expansion. Petit zoom maintenant sur la filière œufs de consommation. Donc la France détient le premier rang au sein de l'Union européenne. Et on a donc depuis 10 ans une mutation des élevages de la cage vers des systèmes alternatifs, donc le bio, le plein air, le label rouge, la production au sol également. Et donc aujourd'hui, ces élevages alternatifs sont plus importants sur le territoire français. Cette mutation, elle se fait en fonction des marchés, et des marchés français, mais aussi des marchés européens et mondiaux. Et donc, il est encore nécessaire d'avoir une production d'œufs en cage pour subvenir à certains volumes et certains débouchés. Donc, le marché de l'œuf alternatif, on en entend souvent parler, il est ponctuellement, voire quasiment saturé. Et aujourd'hui, sur le Loiret, il y a peu d'opportunités de production. Et donc, encore une fois, dans ce webinaire, nous avons décidé de ne pas vous parler de cette production-là parce qu'il n'y a pas de débouché aujourd'hui proposé. Ceci dit, si vous avez des envies de projets et des questions spécifiques, on reste bien entendu à votre disposition pour vous donner des éléments et vous accompagner dans ces projets éventuels. Je vous ai parlé tout à l'heure des dynamiques de filières différentes. Il faut savoir que ça s'explique notamment par aussi des tendances de consommation un petit peu différentes entre les productions. Notamment, si on regarde donc ce graphique qui vous indique les consommations en poulet, en dinde, en canard et en pintade, on se rend compte que donc, la consommation de pintade est plutôt, on va dire, se maintient depuis 2006. La production de canard est un peu en dents de scie, mais ça s'explique notamment par aussi les différentes crises liées à l'influenza aviaire et les perturbations dans la production. La filière dinde est plutôt en déclin. La consommation de dinde est plutôt en recul, tandis qu'on voit clairement la courbe du poulet en bleu fortement augmenter.
Si on prend notamment entre 2019 et 2021, on voit qu'on a une augmentation de plus de 3% de la consommation sur le poulet. Et le poulet représente en plus 25% des achats de volailles par le consommateur français. Alors, pour étudier un petit peu plus cette consommation de poulet, je vous ai proposé cette diapositive. Donc, un élément très important à noter, c'est que 43% du poulet que nous consommons en France est un poulet importé, malgré tous les efforts de la filière. Et alors, pour comprendre un petit peu quel type de poulet en fait, est importé aussi et dans quel secteur on va principalement le trouver, je vous ai proposé ces différents graphiques. Je vais essayer d'être claire. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas le cas. Donc, au niveau de la consommation des ménages en poulet, on a 75% qui se fait à domicile, 25% qui se fait dans la restauration hors domicile, que j'ai noté ici, RHD. On va prendre le petit graphe du milieu, qui vous explique en fait la répartition entre 1998, 2008 et 2016 de la consommation de poulet. En rouge apparaît le poulet qu'on appelle le poulet prêt à cuire, PAC, le poulet entier. On voit bien qu'entre 1998 et 2016, cette consommation de poulet entier en volume est passée de 52% à 24%. Alors qu'on s'aperçoit que la part du poulet consommé en découpe ou en élaboré, c'est-à-dire on va retrouver de l'aromatisé, des nuggets, des cordons bleus, voilà, tous ces plats-là aussi cuisinés, sont donc ces volumes-là en forte augmentation. Et donc justement, si on regarde un petit peu la répartition d'où vient cette découpe de poulet, c'est le graphe du haut. On s'aperçoit donc que le poulet, la découpe de poulet est principalement issue de poulets standards ou certifiés, avec donc une tendance légère à la diminution sur le poulet standard, un peu plus en augmentation sur le certifié, mais qui reste prépondérant pour cette découpe de poulet. Si on regarde la partie en rouge, on voit bien donc dans la découpe, le volume en label rouge se maintient autour de 12%. Le bio a doublé, mais vous voyez qu'il reste encore très minoritaire. En revanche, si on regarde le graphique du bas, on s'aperçoit qu'en ce qui concerne le poulet prêt à cuire, on a principalement aujourd'hui du poulet sous signe de qualité qui est consommé donc en entier, du poulet label rouge, du poulet certifié et du poulet bio. Voilà. Donc, pour résumer, si j'ai été assez claire, ce qu'il faut noter, c'est une tendance forte vers la découpe et vers l'élaboré, et donc un besoin de production en standard. Si on prend notamment cette tendance, lors du confinement, la découpe et l'élaboré a augmenté de plus de 13%. Voilà. Donc, et un besoin de maintien de volume sur du poulet certifié pour notamment le poulet entier et aussi répondre à cette augmentation progressive un petit peu en découpe. C'est ce que j'ai essayé de vous résumer dans cette diapositive. Ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est qu'on va aujourd'hui chercher à augmenter les volumes produits et abattus en volaille de chair standard. On va avoir besoin, en ce qui concerne le label, de renouveler le parc pour maintenir les volumes. En ce qui concerne la filière ponte, on a une mutation vers des systèmes alternatifs, mais toujours cette crainte sur la saturation des marchés fait que ça freine aujourd'hui les nouveaux projets locaux. Dans l'ensemble des acteurs, on travaille énormément de la filière sur la recherche de compétitivité. Il faut rester concurrentiel pour être présent sur le marché national et international. Et donc, on voit apparaître de nouveaux cahiers des charges, de nouvelles filières et la recherche d'optimisation des coûts. On pourra éventuellement parler aussi, Guillaume, dans la mise en place et l'adaptation des bâtiments tout à l'heure. Et enfin, donc, on a une tendance à la relocalisation des élevages autour des outils d'accouvage et d'abattage. Et donc, c'est pour ça qu'on va souvent vous parler d'un rayon de 150 à 200 km autour d'outils comme les centres d'emballage des œufs ou notamment les abattoirs et également les usines d'aliments. La deuxième partie, c'était de vous expliquer en quoi l'aviculture est une opportunité pour les exploitations agricoles du Loiret. Alors, on a noté 7 principaux atouts d'un atelier avicole. Le premier atout, c'est un prix sécurisé. Effectivement, il va vous être proposé des contrats d'intégration, des contrats tripartites, qui la plupart du temps sont indexés sur les prix d'aliments ou alors avec une garantie de marge. Voilà. Donc, en fait, ça protège, on va dire ça limite l'impact des fluctuations des prix des matières premières. Les quelques organisations de production qui sont connectées et que je vois pourront éventuellement y revenir tout à l'heure. Le deuxième atout, c'est une opportunité pour conforter de la main-d'œuvre.
Clémence l'a dit tout à l'heure, hein, dans les derniers projets, on a eu un certain nombre d'installations. Effectivement, on a vu des installations de fils ou de filles, de conjointes également, mais également ces agrandissements, dans certains cas, ou ces constructions d'ateliers avicoles ont permis l'embauche de salariés. Et donc, on y reviendra aussi peut-être tout à l'heure dans les différents exemples qu'on a choisi de vous présenter. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un équivalent temps plein ou un équivalent temps agricole, on compte en aviculture, c'est à peu près 3000 mètres carrés. Troisième atout, c'est la valorisation de paille. Effectivement, la plupart des exploitations détiennent des grandes cultures. On a donc de la paille locale qui est largement valorisée dans tous les élevages au sol, sauf effectivement certains élevages qui sont plutôt sur caillebotis. On valorise aussi les céréales locales. Mais attention, petite nuance, hein, pas directement. On a très peu d'incorporation directe de céréales produites par les agriculteurs dans la ration. En fait, les céréales locales sont transmises à des coopératives qui vont travailler avec effectivement les fournisseurs d'aliments pour qu'elles retournent ensuite après dans les élevages. Autre point, la production d'amendements, d'engrais organiques pour les surfaces agricoles. Ce point, je laisse Émeric le détailler dans la diapo suivante. Ensuite, une emprise au sol modérée. Effectivement, la plupart du temps, vous êtes sur des ateliers, enfin dans des bâtiments. Quand on va être en standard ou dans des filières repro, plutôt donc des bâtiments sans accès à des parcours. Sinon, même dans le cas des labels ou du bio, hein, on est sur des parcours avec des surfaces quand même encore limitées et donc peu d'impact sur l'emprise foncière. Et on s'aperçoit que c'est souvent un argument important comme alternative à l'agrandissement foncier. Enfin, donc ce système hors-sol fait qu'il y a un impact limité de l'évolution climatique. Les bâtiments sont très isolés aujourd'hui, également équipés de manière à faire face à certains coups de chaleur. Et donc, ces évolutions du climat est peu visible en aviculture. Je vous ai parlé donc de ces bâtiments qui sont équipés. C'est un point non négligeable pour des jeunes qui souhaitent s'installer. On a des bâtiments aujourd'hui qui sont très, je dirais, technologiques. Tout est piloté sur des boîtiers avec beaucoup de sons qui vont capter les différents paramètres d'ambiance. Et donc, il y a cette prise en main du poulailler qui est importante. Ça reste un métier technique, un métier d'élevage avec de l'observation aussi et du comportement animal également. Voilà sur la partie. Je passe la parole à Émeric qui va vous parler de l'intérêt de la production d'engrais organiques. Voilà, du coup, sur la production organique, on va faire un petit focus parce que c'est quelque chose qui est vraiment complémentaire avec l'exploitation qui pourrait être de grandes cultures à la base, par exemple. Là, on a deux exemples, on va en citer trois. L'exemple du poulailler standard en 1800 mètres carrés. On va avoir une production globale en fumier de 270 tonnes par an, ce qui va permettre de faire un gain assez conséquent quand même, là qui représente 11 700 € par an, donc globalement 90 à 100 € par hectare de gain. Donc ça, c'est du gain direct sur l'atelier, sur la marge brute de l'atelier grande culture. Sur la partie poulet label, 800 mètres carrés, on va avoir une production donc, du coup inférieure, 72 tonnes de fumier par an. Donc là, ce qui permet de revenir tous les 7 à 8 ans sur les terres et du coup de faire une économie de 1000 € par an. Donc un peu moins importante, ça représente 15 à 20 € par hectare. Et le troisième exemple, c'est l'atelier de production d'œufs embryonnés, où là, du coup, on va avoir une production qui sera excédentaire par rapport aux besoins de l'exploitation, parce que sur les deux autres ateliers, on permettait de couvrir, enfin voilà, de mettre uniquement sur son exploitation. Et avec l'atelier œufs embryonnés, on va avoir de la vente de viande, de fientes possible également. Voilà. Avec effectivement des valorisations qui vont être différentes selon les dates d'épandage et les cultures. Peut-être que... Oui, après, oui, des valorisations différentes. Oui. Ok. Merci, Émeric.
Eh bien, on arrive à la partie, donc la présentation du métier. Et donc, l'essentiel est de passer la parole à ceux qui savent en parler le mieux, et donc à Guillaume. Oui, donc bonjour, donc Guillaume. Moi, ça fait 1 an que mon bâtiment il tourne, donc je suis producteur de dinde standard. Après, le suivi quotidien dans le bâtiment. Quand on arrive le matin, moi, ce que je fais, c'est que je regarde les tendances de mes animaux. Donc, la consommation d'eau, d'aliments, de la veille, pour voir s'il n'y a pas de soucis particuliers, parce que c'est un des premiers critères qu'on voit. Dès qu'il y a une maladie ou quelque chose, ils vont commencer à sous-consommer. Une fois ça fait, on va faire le tour dans le bâtiment. Et puis, donc, quand on fait le tour dans le bâtiment, c'est là qu'on regarde le comportement des animaux, s'ils sont bien placés dans le bâtiment, s'ils ne toussent pas, enfin, ainsi de suite, on fait le tour. Est-ce qu'il y a besoin de repailler le bâtiment aussi, par exemple, parce que c'est un gros travail, nous, en vin, en tout cas. Et ainsi de suite, donc on fait le tour. Et puis, un coup qu'on a fait le tour dans le bâtiment, et ben, c'est là qu'on va s'occuper de savoir ce qu'il faut leur mettre à boire, par exemple, s'ils ont besoin de vitamines ou autre chose. On a un plan à suivre. Et puis voilà, après, en gros, ça représente, oui, c'est ça, de 2 à 5 heures selon l'époque d'élevage, parce qu'il y a des pics de travail, comme il y a des vaccinations en dinde à faire, ou du repaillage, ou ramener justement des pierres à piquer, ou des choses comme ça dans le bâtiment. Donc ça, c'est une journée plus ou moins type. Voilà, donc après, qu'est-ce que donc on a l'arrivée des animaux à partir de là, sinon, sur le lot. Donc quand nos animaux ils arrivent, il faut que notre bâtiment il soit propre, désinfecté et puis chauffé. Donc on s'occupe de leur mettre à manger et à boire à disposition, à des points assez resserrés, parce qu'il ne faut pas qu'ils peinent à trouver à boire et à manger, hein, parce qu'ils sont gros comme un point, donc le bâtiment est grand. Et donc voilà, après c'est là que le travail quotidien apparaît. Ensuite, donc il y a le suivi de l'élevage, comme vous l'expliquez, donc le paillage. Et moi en dinde, donc nous on a 2 enlèvements après, un coup que le lot est passé. Donc on a l'enlèvement des femelles qui se fait autour de 80 jours, puis l'enlèvement des mâles autour de 120. Donc les enlèvements, ça se passe la nuit en général. Il faut aimer se lever la nuit pour les faire. Et puis c'est comme ça. Donc un coup que c'est enlevé, on cure, on nettoie, et puis on désinfecte, et puis c'est reparti. On refait un tour, on refait un lot, quoi. Dans les grandes lignes, c'est ça. Après, c'est ça, il faut savoir que quand on est en vide sanitaire, donc c'est là qu'on nettoie tout le bâtiment au Karcher. Donc du sol au plafond, les mangeoires, les sas et tout ça. Donc là, effectivement, c'est plus des journées de 2 à 5 heures, c'est plutôt des journées de 8 à 12, ça dépend comment on s'organise et ce qu'on veut faire. Et puis voilà, quoi, c'est des journées plus longues, dans le froid en hiver, l'été on est bien. Et puis voilà. Après, oui, c'est un métier qui est assez agréable parce que ça reste quand même de l'élevage, malgré alors, toutes les technologies qu'on a de plus en plus dans le bâtiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut gérer nos bâtiments, j'ai envie de dire, de quasiment n'importe où, connectés sur le portable. Après, il faut s'en méfier, ça n'enlève pas du tout l'œil de l'éleveur. Il faut quand même être dans le bâtiment. C'est quand même du ressenti, c'est de l'élevage. On peut avoir toutes les sondes qu'on veut. Si nous, on est mal, les animaux, ils seront mal aussi. Voilà. Donc après, c'est vrai que c'est surtout du ressenti. Et justement, c'est ça, la réactivité, c'est si nous, on est mal, on va baisser la ventilation, on va l'augmenter, selon les cas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, justement, ça nous permet de venir au respect du bien-être animal. Parce que, eh bien, justement, si les animaux ils sont bien, le respect est là. Donc, on a de plus en plus dans nos bâtiments, justement,
je parlais de pierre à piquer avant, donc c'est pour qu'ils jouent, on met des ficelles, on a la lumière naturelle et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est pour respecter des normes de bien-être animal qui aujourd'hui me semblent assez intéressantes. La lumière naturelle, par exemple, c'est bien pour nous aussi. Hein, c'est quand même plus agréable de travailler dans un bâtiment quand on voit l'extérieur. Après, voilà, c'est comme ça. Bon, après, ça nous remet aussi des charges de travail, hein, parce que les pierres à piquer, il faut s'en occuper, les ficelles aussi, il faut les mettre, tout ça, mais c'est comme ça. Et puis après, voilà, maîtrise du poulailler, effectivement, c'est quand même des ordinateurs. Bon, après, moi, il m'a fallu un lot pour arriver à bien maîtriser le bâtiment. Et encore, quand je dis bien maîtriser, à mon niveau, je suppose que je pourrais faire mieux. Et puis voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de paramètres qui ne sont pas forcément très simples à maîtriser, justement, parce qu'on parle de mètres cubes par heure, par tonne d'animaux, tout ça. C'est des quantités qu'il faut se mettre dans la tête. Bon, après, on a quand même le suivi des techniciens qui nous aident aussi au quotidien dans l'élevage. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour pour ma partie. Alors après, je ne sais pas si Agathe que je parle de la ponte un peu. Oui, alors juste sur ça, juste un petit point, tu as parlé bien-être, c'était top. Est-ce que tu peux parler aussi un petit peu biosécurité, Oui. qui est un point pas des moindres désormais en aviculture aussi? Oui, alors en biosécurité, donc justement, les bâtiments, on ne rentre pas dans les bâtiments comme ça avec nos bottes où on a été dans les champs avant, hein, surtout pas. Donc aujourd'hui, on a des SAS 3 zones. Donc on a une zone propre, une zone propre qui est côté bâtiment, une zone intermédiaire et une zone salle. Donc en fait, on rentre d'abord dans la zone salle, on se lave les mains, on se change. Dans la zone intermédiaire, on met des vêtements spécifiques pour le bâtiment. Et ensuite, on rentre donc en zone dite propre pour l'élevage. Voilà. Donc, en fait, ces 3 sas-là, ils nous servent justement à éviter de rentrer des germes dans l'élevage, à éviter de rentrer, que ce soit n'importe quoi, les salmonelles ou quoi que ce soit. Comme ça, ils restent dans les premières zones et du coup, on peut aussi leur croiser avec le bien-être animal parce que du coup, des animaux qui sont moins malades, c'est des animaux qui sont mieux, qu'on n'a pas besoin de traiter, qu'on n'a pas besoin de tout ça. Parfait. Donc, transition en plus super avec l'œuf embryonné, par exemple, que Voilà. tu connais parce que donc ta mère en fait. Donc, donc elle a 2 bâtiments, elle. Donc, elle a un bâtiment donc d'œuf embryonné et puis un bâtiment de poulettes. Donc, l'œuf embryonné, alors, point de vue biosécurité, là, c'est encore un niveau au-dessus par rapport à moi qui suis en chair, parce qu'il y a la douche obligatoire pour rentrer dans le bâtiment. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans le bâtiment en première zone, on se déshabille, on prend sa douche et on rentre en 3e zone. Donc, après, un coup qu'on est dans le bâtiment, le travail, ça reste du travail d'aviculture, hein, ça se recroise un petit peu avec le mien. On commence par regarder un peu les généralités des animaux, s'ils ont fini. Alors, par contre, eux, ils ont des quantités à respecter par jour à manger, hein, parce que c'est des animaux qui produisent des œufs. Donc, en fait, c'est un peu comme un sportif, quoi, si vous voulez. Donc, il a une quantité de nourriture à manger par jour particulière. Donc, on regarde s'ils l'ont mangé, s'ils ont bien bu. Après, on fait le tour dans le bâtiment. Donc, c'est là que le métier il diffère quand même parce qu'elle, c'est sur caillebotis intégral. Moi, je suis sur paille. Et donc, on ramasse les œufs par terre, on regarde les animaux. Là, pareil, c'est leur ressenti. Et puis après, il y a le ramassage des œufs qui arrive. Donc, le ramassage des œufs avec des grilles de tri. Donc, chaque œuf est trié manuellement chez nous. Et puis voilà, après, un coup qu'on a ramassé les œufs, c'est pareil, c'est la fin de la journée. Enfin, on repasse le soir pour voir, mais on va dire que le travail de ramasser les œufs, c'est vraiment le plus gros travail de la journée dans cet élevage-là, en tout cas. Puis après, voilà. Merci Guillaume. Je pense qu'on pourra te reposer quelques questions un petit peu plus tard sur les conseils que tu pourras donner, y compris Clémence, si tu veux intervenir un petit peu plus tard sur les conseils que tu peux donner à des porteurs de projets et puis
ce que tu retiens de cette première année. Donc, merci à toi et à tout à l'heure pour la suite des questions. Pour finir sur cette partie, ce qui était important de vous dire, c'est qu'on a de nombreux acteurs sur le territoire pour assurer les débouchés. On va vous en présenter un certain nombre tout à l'heure, et puis certains sont connectés. Donc en standard, notamment, on a 6 organisations de production ou d'intégrateurs qui peuvent proposer des contrats. En sous-signe de qualité, donc certifié, label ou assimilé, on a 7 organisations de production. On a 9 abattoirs dans un rayon de 200 km, plus de 7 fournisseurs d'aliments qui interviennent sur le secteur. Et puis en filière repro, on a 4 partenaires locaux qui interviennent et 2 couvoirs notamment. Donc sur cette partie, je ne sais pas s'il y a des questions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, l'aviculture permet à une excellente complémentarité avec les grandes cultures et les autres productions animales, que c'est une diversification possible. Certains disent hors sol, mais aussi hors PAC. Voilà, en résumé, et qu'il y a des débouchés dont on va parler tout de suite. Agathe, je te laisse continuer sur la présentation de l'atelier de volaille de chair en production standard. Tout à fait. Donc, ce qu'on entend par standard, alors c'est un terme qui peut varier en fonction des interlocuteurs que vous aurez. On va appeler ça en fait de la volaille tout venant, sans signe de qualité, mais on l'a bien vu, dans le respect du bien-être animal et la biosécurité. C'est des volailles donc, qui ne vont pas sortir en extérieur, qui vont rester dans un bâtiment qui va être tout à fait aménagé pour l'élevage. On a donc 2 productions principales sur le Loiret, le poulet ou la dinde, avec donc différentes souches de poulet, différentes souches de dinde aussi, mais donc des poulets qui vont être abattus à des âges différents selon les souches, avec des débouchés aussi différents. En poulet, il faut compter une densité de 22 animaux par mètre carré. En dinde, on est sur une densité inférieure, autour de 7 animaux. On oscille entre 6 et 8 animaux par mètre carré. La surface des poulaillers, elle est, selon votre choix, de 1350 mètres carrés à 2000 mètres carrés. On ne m'a pas abordé ici, mais c'est aussi relative, on pense, pour faire le choix au nombre d'enlèvements qu'il y aura, mais également à la réglementation environnementale. Ces bâtiments, ils incluent 2% de lumière naturelle. On en prend donc des critères de bien-être animal avec, on a parlé tout à l'heure, de l'enrichissement sur des jouets qui sont donnés aux volailles, mais aussi donc, des perchoirs dans certains cas, de la musique dans certains cahiers des charges, etc. Et un respect sur la densité aussi produite. L'alimentation, elle est 100% végétale, à base donc de céréales, de minéraux et de vitamines aussi, et de protéagineux, bien entendu. Un âge d'abattage donc, qui varie, on est sur des lots qui durent entre 35 et 42 jours en poulet. En dinde, on est sur des durées d'élevage beaucoup plus longues. Et donc, en fait, le constat qu'on fait, c'est que le nombre de lots va être beaucoup plus important, la rotation va être plus importante dans un poulailler qui va tourner en poulet que dans un poulailler qui va tourner en dinde. Donc, ça veut dire qu'en poulet, on a plus fréquemment des vides sanitaires et donc un petit peu de pic de travail. Mais par contre, un risque qui est étalé sur un nombre de lots beaucoup plus important. En dinde, on a cette rotation moins importante, une charge de travail peut-être un petit peu supérieure quotidienne et une technicité un petit peu plus poussée peut-être, certains le disent, donc ça à voir. Dans tous les cas, effectivement, par contre, on a un nombre de lots réduit et donc un risque plus important si un lot ne se passe pas bien. Au niveau des débouchés locaux, je vous ai mis ici les logos des principaux opérateurs, donc, qui sont pour certains connectés, et dans tous les cas, n'hésitez pas, moi, vous me contactez, je vous donne l'intégralité de leurs coordonnées. On a donc Hutepin Aliments, Nourrivray, les Fermes du Loir, Sander, Soréal et Duc, rattachés donc à l'entreprise Plucon. Ces organisations vont vous proposer des contrats soit d'intégration ou des contrats tripartites. Pour permettre en fait de livrer, de fournir différents abattoirs que je vous ai représentés sur cette carte ici. 3 abattoirs, donc LDC, l'abattoir Servet, abattoir Volabray, donc plutôt spécialisé en dinde, l'abattoir de Blancafort, spécialisé en dinde également. L'abattoir de Servet et l'abattoir Plucon à Chaillet dans l'Yonne sont spécialisés en poulet. On a également, j'ai mentionné ici, l'abattoir de La Guillaumy, qui est un abattoir destiné à la filière halal, qui se fournit également en poulet standard. Voilà. Je vais avancer, et puis après, si certaines organisations veulent enrichir mes propos, il n'y a pas de souci.
vous donner un petit peu maintenant des données économiques. Toujours en poulet et en dinde. Bon, vous voyez, on a une mortalité peut-être un petit peu plus élevée en dinde. La dinde va également consommer plus d'aliments. Et donc, on va avoir ce qu'on va parler un terme, une marge poussin-aliment, c'est-à-dire c'est la rémunération que vous allez percevoir quand on vous aura retiré les frais liés au poussin et les frais liés à l'aliment. En poulet standard et en dinde, là, je vous ai présenté des marges poussin-aliment qui sont des moyennes constatées par l'ensemble des organisations de production. Selon les organisations de production, il y a des nuances qui vont peut-être apparaître. Surtout, ils vont tous vous parler d'une notion qui revient systématiquement, c'est-à-dire que les éleveurs sont répartis en 3 tiers. Le tiers supérieur, qui va avoir les meilleurs résultats, la partie médiane, où on inclut souvent les 66%, donc ça va être les résultats moyens, et puis effectivement des éleveurs qui vont avoir des résultats plutôt les plus faibles, malheureusement, et qui seront dans le tiers inférieur. Donc là, c'est des moyennes qu'on vous a données, avec effectivement, selon votre technicité, votre possibilité d'aller chercher des résultats supérieurs. Après cette marge poussin-aliment, on va imputer les charges variables, qui sont ce que je vous ai mis ici, du gaz, de l'électricité, de l'eau, des frais vétérinaires, des frais sanitaires liés à la désinfection notamment, du ramassage. Il faut faire venir des équipes de ramassage pour ramasser les volailles, de nuit, comme vous a expliqué Guillaume. Il va y avoir aussi des frais liés à la paille, même si c'est la paille que vous produisez, souvent on fait appel à une entreprise pour le pressage et le broyage de la paille. Donc on les compte liés pour chaque lot, et puis d'autres frais, comme par exemple des cotisations pour les groupements. Au final, on a des marges brutes ateliers que je vous ai indiquées ici, et quand on les multiplie par le nombre de lots que vous pouvez faire par an, donc là c'est des nombres de lots plutôt à la baisse, on peut en faire plus, vous l'avez vu tout à l'heure, on obtient, que ce soit en poulet ou en dinde, une marge brute en atelier par an autour de 34 €. Ce qui est une spécificité qui peut être proposée pour certaines organisations de production, c'est qu'ils peuvent vous proposer de la mixité, c'est-à-dire et du poulet et de la dinde. Ça dépend en fait des débouchés qu'ils ont et des contrats qu'ils vont vous proposer. Quand on a cette mixité, on peut faire soit 4 lots de poulet et un lot de dinde, soit 2 et quelques lots de dinde et un lot de poulet dans l'année. Au final, quand on regarde, on obtient une marge brute également autour de 34 € par mètre carré et par an. À titre indicatif, pour la suite de ce qui va vous être présenté, on est parti sur un projet intermédiaire de 1800 mètres carrés qui correspond à un temps de travail moyen de 0,6 UTH. Pour 1800 mètres carrés, voilà à peu près les investissements qu'il y a. On a des frais liés au terrassement, du raccordement en eau, en électricité, de la maçonnerie, tout ce qui va être la coque du poulailler, donc l'isolation, la charpente, les pignons, etc. Les longrines aussi, qui sont l'isolation intérieure du bâtiment, les fenêtres, etc. Donc ça rentre dedans. Du matériel intérieur également, la ligne d'aliments, les lignes de mangeoire, la ventilation, la lumière, etc. Et donc là, dans cette étude qu'on va vous présenter, j'ai inclus la hausse, on en a discuté, d'à peu près 15% aujourd'hui qu'il y a sur les bâtiments avicoles. On peut mettre en option, ce qui n'est pas toujours demandé aujourd'hui, mais qui va peut-être l'être dans le futur, on ne sait pas, des dalles bétonnées, et puis des pailleuses, des balayeuses et un chargeur éventuellement. Ça fait un total de 620 000 € pour de la production standard à 1800 mètres carrés. Vous avez vu qu'on peut avoir un petit peu moins, également de ces frais-là. Ce qui fait que quand on prend, là on est parti sur des emprunts sur 20 ans, qu'on essaye de faire passer auprès des banques aujourd'hui, on est sur des annuités entre 38 000 et 42 000 € pour 1800 mètres carrés. Dans ça, ce qui est important de préciser, c'est qu'on vous parle hors aide PCAE et hors aide filière. Or, les organisations de production pourront vous proposer des aides privées qui vont de 8 à 30 € du mètre carré selon l'organisme. Je passe la parole à Émeric qui va vous expliquer ce qu'on a fait avec nos systèmes indicatifs. Merci Agathe. Donc on a choisi de vous présenter en fait cette création d'ateliers, donc de bâtiments avicoles 1800 mètres carrés en standard sur 2 systèmes d'exploitation différents. Donc 2 systèmes d'exploitation partis sur une base de CATIP qu'on appelle INOSIS. C'est des références qui sont faites au niveau régional avec la Chambre d'agriculture. Donc un CATIP sur une zone qui est plutôt intermédiaire, donc avec un potentiel agronomique qui est plutôt faible, et un autre avec un potentiel qui est plutôt bon. Donc on voit que les surfaces sont plus ou moins les mêmes, 120, 130 hectares.
et que en termes voilà, d'UTH, ces systèmes occupent aujourd'hui quelqu'un à 0,6 UTH et 0,8 UTH. Donc, ça veut dire qu'on a encore du temps disponible pour créer un nouvel atelier sur ces exploitations-là. Assolement plutôt traditionnel, colza, blé, orge et puis un petit peu de tournesol sur les faibles potentiels. On a une partie irrigation sur le potentiel eau et on voit clairement qu'on a une différence voilà, de rentabilité en termes de BE entre les deux exploitations. Ce qui ne se retraduit pas en termes de revenus disponibles. Donc l'exploitation, dans les deux systèmes, la rentabilité n'est pas forcément meilleure, ce qui s'explique par en fait un niveau d'endettement de base de l'exploitation avec un potentiel agronomique supérieur, ce qui fait que du coup, la rentabilité est impactée directement. Donc, on va voir ensuite sur la page suivante l'impact. Voilà, donc du coup, on a suite à la diapo qu'on a vue tout à l'heure sur les économies d'engrais, on va avoir un gain de marge brute, de rentabilité sur l'atelier grande culture dans les deux zones. On voit que la marge brute de l'atelier avicole représente sur les deux systèmes la même chose, donc 61 200, étant donné qu'on est sur des bâtiments qui vont être hors sol. Donc, on a la répartition, on voit que le taux d'endettement de l'exploitation, on va voir qu'il est supérieur, effectivement. On est parti d'une base qui était haute sur le potentiel agronomique élevé. Ce qui fait qu'on a quand même un niveau d'annuité qui arrive à un niveau déjà assez conséquent, donc de 80 000 euros. Voilà, donc le point de vigilance aussi sur le montage de ce genre de dossier, et ben, ça va être la situation de base de l'exploitation, le taux d'endettement de base de l'exploitation, pour obtenir ensuite voilà, le feu vert des organismes bancaires pour démarrer le projet. Et en termes de revenus disponibles, donc le revenu disponible, c'est le BE moins nos annuités. On voit qu'on a un gain là, on arrive à 32 33 000 euros, donc on arrive sur la même base au niveau des deux exploitations. Donc, ce qui permet voilà, d'augmenter la rentabilité, donc d'occuper à plein temps le chef d'exploitation, et voire même voilà, d'embaucher un mi-temps si nécessaire également. Voilà. Avec donc effectivement la possibilité de rémunérer son temps de travail supplémentaire qui est généré. C'est ce qu'on a regardé dans cette étude, que je rappelle qui n'inclut pas les aides potentielles que vous pourriez avoir, qui sont parfois non négligeables, que ce soit du domaine privé ou du domaine public, qui sont cumulables. Et donc, Émeric, par rapport à ce que tu as présenté, je ne sais pas si tu veux présenter les tableaux de bord ou si je le fais. Oui, une petite synthèse un petit peu de ce qu'on a vu juste avant. Donc, je vous parlais du revenu disponible. Donc, on voit effectivement qu'on est sur un revenu disponible qui est cohérent. Donc, on voit qu'on est sur plutôt la moitié haute du curseur, donc de 33 000 euros. Donc là, on est par associé, donc là, pour rémunérer un associé. En termes de marge de sécurité, on est, voilà, on le rappelle, on n'a pas pris en compte les aides possibles, donc on est voilà, sans aide supplémentaire sur une moyenne à 10-11% de l'EBE en termes de marge de sécurité. Pour rappeler que la référence en termes de ratio, on est sur une marge de sécurité qui représenterait 10 à 15% de l'EBE. Donc, on est quand même sur quelque chose de cohérent. Et un taux d'endettement voilà, en année 4 qui arrive dans la partie rouge, qui commence à arriver dans la partie rouge, donc de 60 à 70% d'endettement. Voilà, après, on le rappelle que du coup, ça dépendra aussi de la situation de base de l'exploitation voilà, pour après obtenir après plus facilement des accords bancaires aussi. Et que dans cette étude, on a pris en compte les 15% de hausse actuelle des prix de bâtiments. Donc, en espérant que ça diminue, on devrait se retrouver vers des situations un petit peu plus confortables. Effectivement, on a une bonne valorisation également de l'engrais organique produit dont tu as parlé.
Et puis, je terminerai sur ça en disant qu'on a effectivement quand même des leviers encore d'amélioration de la rentabilité. Donc, on vient d'en parler du baisse du coût des bâtiments, également des performances techniques. Vous avez vu qu'on a pris des performances moyennes. Et puis, je vous ai dit les aides privées et publiques. La deuxième opportunité de production, donc, c'est la volaille de chair en production label, où vous allez voir type label pour certains débouchés. Alors, ce qu'on appelle label, c'est le label rouge, c'est un signe officiel de qualité qui est soumis à un cahier des charges spécifique. Ensuite, je vais employer le terme type label, c'est-à-dire qu'on a des volailles qui sont élevées dans les conditions du label rouge, mais qui ne bénéficient pas d'un signe de qualité. Et donc, on va pouvoir aller sur des densités un petit peu supérieures et se permettre peut-être un petit peu plus de flexibilité dans l'élevage. La volaille fermière, je dis bien, quand on parle de volaille fermière, c'est une mention qui est possible que pour des volailles qui sont abattues avec une limite de nombre par semaine et par an et une commercialisation dans un rayon de 80 km. D'accord ? Donc, souvent, on a sur des systèmes fermiers en circuit court et on n'a que certains abattoirs type industriel qui peuvent aussi y prétendre selon la zone de commercialisation. Petit point que j'ai mis important, lors du respect de la biosécurité dont a parlé Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire la claustration possible des volailles, est primordiale par rapport au cahier des charges. Donc, actuellement, dans le cas de vigilance, de risque élevé à l'influenza aviaire, les volailles, y compris sous signe de qualité, peuvent se retrouver, on va dire, en claustration dans les bâtiments. Donc, l'aménagement des bâtiments est également important. Donc, on a deux productions. La production, si on prend la production classique, le label rouge, le cahier des charges définit 11 animaux par mètre carré, avec des bâtiments maximum de 400 mètres carrés et maximum 4 bâtiments par exploitation. La notion de lumière naturelle est en train également d'arriver, avec 2% de lumière naturelle. On a un parcours qui doit être attenant obligatoire au bâtiment, avec 2 mètres carrés par sujet. Et donc, si on est sur des poulaillers qui ne vont tourner qu'en poulet, on est sur du 0,8 hectares nécessaire par bâtiment. Et souvent, parfois, il arrive qu'on réalise également des lots de pintade label rouge, auquel cas, il faut mieux prévoir un parcours un petit peu plus grand de plus de 1 hectare. On a des durées d'abattage de 80 à 87 jours, avec donc un nombre de lots par an qui va de 2,5 à 3,3, voire un petit peu plus dans certains cas. Et donc, dans la notion de type label, je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir avoir des densités un petit peu supérieures qui peuvent arriver jusqu'à 15 animaux par mètre carré. On a des surfaces de poulailler qui vont peut-être être un peu plus flexibles, même si on va principalement chercher aujourd'hui des 400 mètres carrés. Et puis, on va avoir par contre des souches, souvent, qui sont des souches qu'on peut pousser un petit peu plus jusqu'à 110 jours. Et donc, des poids d'animaux qui vont être un petit peu plus lourds. Les débouchés locaux sont les suivants. Donc, on a Auvray, l'abattoir Auvray, la ferme du Luto, les frères Périca, la CAFO, la coopérative agricole des fermiers de l'Orléanais, Sanders Clément Nutrition, Accéréal Élevage, les fermes du Loir et Nourrivray. J'espère ne pas en avoir oublié, sinon je m'excuse par avance. Et donc, comme tout à l'heure, des contrats d'intégration ou des contrats tripartites, donc entre cette organisation de production, le fournisseur d'aliments et l'éleveur. Parfois même, on rajoute donc le couvoir, qui vont donc fournir les abattoirs suivants, donc l'abattoir Ronsard Île-de-France, racheté dernièrement par LDC, l'abattoir Ménard, l'abattoir Auvray, les Gourmets de nos fermes et l'abattoir Le Moine dans le Loiret. En termes d'approche économique, on a donc un pourcentage de mortalité, un indice de consommation, donc je vous rappelle, c'est donc la quantité d'aliments consommés pour faire réaliser 1 kg de viande. Une marge poussée à aliment, comme tout à l'heure, pris dans la moyenne à 11,50 € en fonction de la concertation que j'ai faite avec les différentes organisations de production. Des charges variables autour de 3,70 € par lot. Et puis, donc, on a aujourd'hui une marge brute. Est-ce que c'est la bonne? Oui, ça doit être à peu près ça, qui est à 7,8 € par mètre carré et par lot. Et donc, multiplié par un nombre de lots de 3,2, on obtient une marge brute atelier autour de 25. J'espère que mes calculs sont les bons. Je vois qu'il y a des choses en italique, ça me met un doute. Ce qui est important de préciser, c'est que dans le cas de label, parfois on a une tolérance à la vente directe, ce qui permet en fait de mieux valoriser aussi certaines de vos volailles en termes de marge brute. On peut, on l'a vu tout à l'heure dans le type label, aller sur une augmentation de densité et dans certains cas, on va essayer d'avoir une rotation supérieure, optimisée dans les bâtiments neufs pour vous permettre de les amortir au mieux. Et donc, dans toutes ces situations-là, la marge brute est améliorée.
Pour 800 mètres carrés de bâtiment, on compte 0,3 UTH de temps de travail. Et donc, comme tout à l'heure, on a fait des simulations, Émeric va prendre la main tout à l'heure, sur cette rentabilité d'atelier. Donc, pour 2 fois 400 mètres carrés, donc 2 poulaillers de 400 mètres carrés, on part sur un investissement global, donc terrassement, raccordement, maçonnerie, coque, matériel, aménagement de parcours et des options éventuelles, autour de 227 000 €, ce qui fait des annuités autour de 16 000 € sur 20 ans. Alors, pourquoi 2 bâtiments? Parce qu'en fait, généralement, en ce qui concerne l'organisation du travail et la rentabilité de l'atelier, souvent, on dit que ça va par paire. Donc, vous en faites 2 et certainement après, 2 autres pour arriver jusqu'à 4. Émeric, je te repasse la main. Je te rassure, les calculs sont les bons. Les informations étaient bonnes dans la diapo précédente. Donc voilà, présentation, donc poulet label 800 mètres carrés. Donc comme l'a dit un petit, l'a dit un petit peu aussi Agathe auparavant, on est sur quelque chose qui sera plutôt sur un niveau de production en moyenne haute. Donc on va toujours améliorer donc cette marge brute de l'atelier grande culture. Ça va être moins significatif que dans l'atelier juste de 1800 mètres carrés. On avait vu que c'était autour de 2 000 € par an. Donc une marge brute de l'atelier avicole de 20 000 € donc sur les 2 types d'exploitation. On voit que du coup le taux d'endettement donc va être quand même un petit peu moins, va être moins important que ce qu'on a tout à l'heure. Les investissements sont moins importants. Et par contre, en termes de revenus disponibles, on arrive à 14 800, 15 000 € de revenus disponibles. Donc là, ce qui permet tout juste de rémunérer une personne et qui doit aussi pouvoir faire face à une marge de sécurité. Donc, après la rémunération de l'exploitant, il faut quand même qu'il y ait un matelas qui reste en fin d'année, une marge de sécurité qui soit toujours là. Donc voilà, si on prend en compte par contre tout ce qui est aide possible publique et privée, on va pouvoir avoir une marge brute, une marge de sécurité un peu plus confortable, comme on voit dans le commentaire en dessous, qui va être autour de 8%. Voilà. Donc, sur cet atelier, sur ces ateliers que vous pourriez avoir envie de mettre en place en label, il y a une rentabilité, mais on le voit bien que ça reste aujourd'hui essentiel de pouvoir bénéficier des aides pour la viabilité des projets. Et donc, sur ça, on regardera bien dans les accompagnements à ce qu'on aille faire le maximum pour y avoir accès. Voilà. Tu peux nous présenter les autres opportunités, notamment l'élevage de grands parentaux et la production d'œufs embryonnés. Tout à fait. Donc, c'est des productions très spécifiques. Et je vois que Jean-Noël Thébault est peut-être connecté. Et donc, je pense que je vais commencer et qu'il prendra la main pour parler un petit peu plus de ces systèmes spécifiques. Alors, il y a 2 débouchés principaux sur le secteur. La CAIF, qui propose donc des contrats pour la production d'œufs embryonnés, pour la production de vaccins avec Sanofi. Il est donc nécessaire d'avoir des œufs fécondés pour produire des vaccins. Si je ne me trompe pas, c'est un œuf, un vaccin. Et donc, il faut plusieurs millions d'œufs pour fabriquer les doses, notamment du vaccin grippal. Hendrix Génétique, lui, va chercher des débouchés en filière reproductrice pour les souches pondeuses. Voilà. Donc, sur ces systèmes-là, Guillaume, on a parlé tout à l'heure, on a des très fortes exigences sanitaires, du temps de ramassage également à inclure. Et donc, on a un temps de travail qui est supérieur par rapport à la volaille de chair. Donc, on est autour de 1 UTH pour à peu près 2000 m², voire un petit peu plus selon la surface du poulailler. Et donc, est-ce que, Jean-Noël, vous arrivez à vous connecter pour présenter les systèmes ou vous voulez que je continue? Vous m'entendez? Oui. Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, Agathe, la présentation là, du tableau, elle simplifie bien la présentation. Effectivement, nous, au niveau de CAIF, on est en train de faire un petit virage quand même si j'ai laissé le système au sol. Globalement, on est en train quand même de partir sur un système volière pour faire de la production œufs embryonnés pour plusieurs choses. D'un point de vue, toujours le nerf de la guerre économique,
Parce qu'aujourd'hui, les unités qu'on monte de 28 000 poules sur une volière, on met ça sur 2000 m² au lieu de 3003 sur du sol. Donc, en termes d'investissement, c'est un petit peu moins lourd. Le confort aussi des poules et de l'éleveur aussi, parce qu'au niveau de la volière, aujourd'hui, pour l'éleveur, et entre un bâtiment au sol et une volière, il n'y a pas 3000 m² de caillebotis à démonter. Donc, je pense que c'est plus obligatoirement la voie qu'il faut prendre pour garder nos producteurs. Et pour le confort de la poule, le système volière, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les poules rustiques qu'on utilise, ça répond tout à fait en termes de bien-être et de comportement des animaux. Ils retrouvent leur comportement naturel, quoi. Comme vous disiez, Agathe, effectivement, moi, la grosse épée de Damoclès, c'est le sanitaire. Donc, c'est bien évidemment des bâtiments qui sont pensés le plus étanches possible en gardant une bonne ventilation. La biosécurité, elle est hyper importante. Donc, les producteurs qui maîtrisent ces bâtiments-là doivent bien comprendre l'intérêt de la biosécurité. C'est pas juste un mot dans notre production. C'est vraiment un état d'esprit. J'aime pas le terme d'exigence, mais c'est plutôt un état d'esprit, une philosophie qu'il faut avoir. Alors, effectivement, ça peut paraître bizarre de prendre des douches pour aller voir des volailles. Moi qui suis maintenant 15 ans dans le domaine, ça me fait bizarre d'aller voir des volailles sans prendre de douche. Voilà. Donc c'est vraiment, on est en termes de recherche de prospects, on est sur le haut du panier en termes d'exigence. Hein. Voilà. Après, c'est comme disait Guillaume tout à l'heure. Aujourd'hui, sur des unités de 28 000 poules, on est un peu plus automatisé que sur le bâtiment de sa mère. Donc, c'est du ramassage automatisé. N'empêche qu'il faut faire le tour dans le bâtiment, etc. Et donc, gérer le sanitaire qui est une habitude. Voilà, c'est surtout ça. Donc, en termes de CAIF, nous, on propose des contrats aujourd'hui sur 10 ans. Pour les unités neuves. Donc, on est à la recherche activement parce que malgré la Covid, on est à la recherche de producteurs parce qu'aujourd'hui, la vaccination grippe reste en développement. Donc, et sachant que donc, le CAIF, pour les personnes qui sont présentes, notre base est située sur la région de Chartres. Donc, le département du Loiret nous intéresse fortement. Voilà. Je ne sais pas si je dois dire autre chose, Agathe. Merci pour ces précisions. Et donc, effectivement, en spécificité, œufs fécondés, je précise, il faut donc oui, tout à fait, oui. et des coques pour l'obtenir, avec donc là, un lot surtout par an, puisqu'on a les volailles qui arrivent à 17 semaines d'âge et qui partent selon les systèmes, hein, si on est sur de sélection ou pour vous, CAIF, hein, entre 60 et 72 semaines d'élevage, avec derrière un gros vide sanitaire qui est nécessaire de 8 à 12 semaines. Et donc derrière, je vous ai mis quelques indicateurs technico-économiques hein, qui sont similaires dans les deux systèmes, donc peuvent vous proposer la sélection ou effectivement l'œuf embryonné avec CAIF. On a donc des mortalités sur des poules prises au départ. On a des tris sur les œufs. Hein, il faut que les œufs soient effectivement fécondés, viables, etc. Et donc, on est sur des marges brutes à peu près par poule à 7 € la poule. Ce qui fait que des marges brutes ateliers supérieures par rapport à la volaille de chair, entre 55 € et 75 € du mètre carré. Mais en face, on a des poulaillers, Jean-Noël vient de l'expliquer, qui sont très complexes, très équipés, avec donc des poulaillers, des investissements à hauteur de plus de 1 million d'euros aujourd'hui hein, sur des projets de plus de 2000 mètres carrés, donc entre 1,2 et 1,3 millions d'euros. Et donc, ce qui fait des annuités fortes, autour de 138 € sur 15 ans, ou sur un petit peu moins sur 20 ans si on arrive à le faire passer. Tout ça toujours sans les aides éventuelles PCAE et filières. Et donc, Émeric, est-ce que tu veux présenter la dernière diapositive? Alors du coup, oui, c'est dans la continuité que ce qui vous a été présenté. On va avoir par contre du coup ici la possibilité de rémunérer un salarié à mi-temps. Donc on le voit juste au-dessus de l'EBE. L'exploitation va donc du coup dégager un EBE de 168 000 €. Les annuités qui sont du coup de
de 138 000 € qui sont assez élevés. Et ça va permettre, malgré la rémunération du salarié à mi-temps, de dégager un revenu disponible à hauteur de 29 700 € pour l'associé exploitant du coup sur l'exploitation. Donc ça va permettre de conforter donc l'exploitation de base. Donc l'exploitant va travailler à plein temps sur son exploitation et de créer un emploi à mi-temps aussi sur son exploitation. Et avec ça aussi, il y a des excédents aussi de fientes du coup qui seront vendus 30 € la tonne. Voilà, qui ne sont pas aujourd'hui comptabilisés dans l'étude. Donc ça, effectivement, c'est des tendances. Ce qu'on va vous dire tout à l'heure, mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ça s'adapte. Il faut l'adapter à tous ces calculs à chacune des exploitations que vous aurez quand vous avez un projet. Est-ce que sur cette partie, il y a des questions? Et je me permets aussi de faire une petite aparté. C'est vrai qu'on vous a donné des ratios en termes de temps. Ceci dit, ça n'empêche pas que, après, Agathe a dit qu'il faut démontrer la viabilité après sur chaque exploitation, mais aussi, du coup, bien estimer le temps de travail nécessaire par rapport à chaque exploitation, parce que le temps de travail va être différent en fonction du parcellaire, du type de matériel, du système dans lequel vous voulez vous lancer. Et du coup, il y a un outil assez pratique qui est en ligne aussi sur le site de la Chambre d'agriculture. C'est une calculette de temps de travail qui peut être utilisable et qui vous permettra de mieux jauger aussi le temps nécessaire sur votre exploitation par rapport à votre projet. Je ne crois pas qu'il y ait de questions. Nous arrivons donc à la conclusion de ce webinaire, en étant presque dans les temps. Alors, en conclusion, c'est que, on espère vous l'avoir démontré, c'est qu'un créer un atelier avicole, c'est une opportunité qui est viable. Il y a divers débouchés locaux avec des marchés qui sont porteurs. Vous avez également, on n'en a pas parlé, la possibilité d'entreprendre des projets en circuit court. Donc en circuit court uniquement, et pour ça, une étude de marché sera indispensable. Vous avez une filière qui est dynamique, avec un réseau de plus de 600-800 producteurs régionaux. Le chiffre, ça fait peut-être beaucoup la différence, mais on attend le prochain recensement pour en savoir un petit peu plus. Dans tous les cas, une filière dynamique avec des relations importantes entre les différents acteurs, des ateliers qui permettent donc de sécuriser le revenu ou l'emploi que vous pouvez avoir ou que vous souhaitez créer. On a également un soutien politique à la filière avec des aides qui sécurisent la rentabilité des projets, un impact agronomique par la production et l'incorporation de fumier. Donc là, on vous a montré l'intérêt économique de cette production d'engrais, mais on a aussi, bien entendu, l'intérêt agronomique. La possibilité d'étudier, surtout dans certains cas, la reprise de bâtiments existants. On vous rappelle que sur le Loiret, on a plus de 50% des producteurs, je crois, qui partiront à la retraite dans les prochaines années, et donc également des aviculteurs qui auront des bâtiments avicoles à céder. Avec des aides à la rénovation, on arrive à avoir des outils encore tout à fait productifs et utilisables. Alors, pour réussir dans le métier d'aviculteur, il y a certaines conditions. Il faut avoir la fibre animale, c'est un métier d'élevage. Il faut avoir la motivation de vous former dans des élevages, dans des formations qui vous sont proposées. Il faut être prêt à y consacrer du temps. C'est un point important, c'est quand vous discuterez avec les différents techniciens ou commerciaux, si vous dites que c'est tout de suite pour positionner un salarié, il y aura un frein. C'est que même si vous mettez un salarié qui vient vous aider dans l'élevage, on vous demande quand même de rester pilote de cet élevage, de connaître vos volailles, de connaître votre bâtiment. Et donc, on vous demande, vous, d'y consacrer du temps. Il faut aussi que vous disposiez d'un terrain agricole, idéalement en propriété. Donc là, on n'a pas pris en compte l'achat du foncier, puisque parfois, il se fait à titre privé, où il est intégré d'autres façons. Et ce terrain, vis-à-vis de la réglementation environnementale, on vous demandera à ce qu'il soit au moins à 100 mètres des tiers et 35 mètres des cours d'eau, si je ne me trompe pas. Ce terrain, il devra avoir la possibilité d'un raccordement en eau et en électricité. Ensuite, il faut que vous ayez la capacité d'investissement. On vous a parlé tout à l'heure du taux d'endettement de base de votre exploitation, qui sera fortement regardé par les organismes bancaires. Et puis, pour réussir votre projet, un petit peu de patience pour la phase d'émergence et la phase de construction.
Je vois Guillaume qui hoche la tête. Il faut compter 18 à 24 mois, on va dire, entre le moment où vous arrivez avec l'idée et le fait que ça y est, vos volailles entrent dans le poulailler. Ça, c'est lié à des délais de construction, mais aussi des délais administratifs qui sont incompressibles. Vous vous posez la question suite à ce webinaire, vous dites super, tout est intéressant. Eh bien, ce sera à vous de choisir votre production en fonction de votre main-d'œuvre et de votre temps disponible, de la surface dont vous disposez, de votre localisation aussi, par rapport à la distance des outils industriels et donc les contrats qui pourront vous être proposés. Je vous ai parlé de la capacité d'investissement. Et puis, un dernier point important, c'est vos objectifs personnels. Il faut que cette production réponde à vos valeurs et à ce que vous avez envie de faire. Pour mener à bien votre projet, eh bien, on ne vous laissera pas seul. On vous préconisera une étude de faisabilité qui sera spécifique. On vous mettra en relation avec les différentes organisations de production, avec des éleveurs également pour réaliser des visites. Il pourrait y avoir un accompagnement par plusieurs acteurs dans les démarches administratives. Et dans tous les cas, pour vous accompagner, dans le cadre du projet Osons l'élevage, un point d'accueil vient d'être créé en septembre avec donc ce numéro-là que vous pouvez contacter et qui vous mettra de toute façon en relation avec un des conseillers du projet Osons l'élevage. Dans tous les cas, je serai votre interlocutrice à un moment donné. Donc, si vous avez le temps, notez les coordonnées. Je reste disponible pour répondre à vos questions et vous mettre en relation avec les acteurs. Est-ce qu'il y a des questions? En attendant qu'elles arrivent, je remercie tout le monde pour la participation, et notamment les partenaires de la filière pour leur contribution et leur confiance.